Bonjour à toutes et tous, chers collègues. Nous reprenons aujourd'hui nos travaux avec une journée d'audition consacrée à la demande de notre rapporteur à l'examen de la situation d'IN Group, société anonyme à capitaux publics héritière de l'imprimerie nationale. IN Group détient, en vertu d'une loi du 31 décembre 1993, un monopole pour la réalisation des documents administratifs et notamment les titres d'identité et passeport qui comportent des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher leur falsification, ainsi que pour les documents secrets. Il constitue de ce fait un pouvoir adjudicateur soumis au Code de la commande publique. Il exerce ce monopole sous le contrôle de l'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS, avec qui il a conclu des conventions encadrant la confection de ces divers titres. Les montants en jeu sont très importants. Plus de 700 millions d'euros sur 10 ans s'agissant des passeports et la même somme, 700 millions d'euros sur 10 ans, pour les cartes d'identité, soit plus d'1,4 milliard d'euros sur cette décennie en question. IN Group conduit par ailleurs, comme toute société anonyme, une politique commerciale autonome à destination de clients publics et privés, français et étrangers, basée sur son expertise en matière de sécurisation des identités et de lutte contre la fraude. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 623 millions d'euros en 2023, en augmentation régulière ces dernières années grâce à une politique d'expansion basée sur la croissance externe. Nous recevons donc M. Didier Truth, président du conseil d'administration d'IN Group et ancien président directeur général de 2009 à 2024. Je vous informe que cette audition sur décision de notre commission d'enquête sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 euros d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez, s'il vous plaît, lever la main droite et dire « je le jure » en appuyant sur votre micro. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Donc je le jure. Merci, monsieur. Sous votre direction, l'ancienne imprimerie nationale s'est transformée et est devenue un groupe d'envergure internationale qui a investi le secteur de l'économie numérique et plus particulièrement celui du numérique de confiance. Vous pourrez brièvement nous présenter la stratégie que vous avez conduite en ce sens. Cette expansion a reposé par ailleurs sur l'acquisition d'entreprises concurrentes ou partenaires, comme nous l'avons dit, cette fameuse croissance externe, à la recherche de synergies et d'un modèle économique intégré. Le rapporteur vous interrogera sans doute sur les conditions de réalisation de certaines de ces acquisitions. Dans le même temps, l'État a engagé la modernisation des titres d'identité des Français en conduisant à la mise en service à partir de 2021 d'une carte nationale d'identité électronique plus sécurisée et d'un format plus pratique. Le choix des fournisseurs et des technologies retenus par IN Group pour répondre au cahier des charges de la NTS a été critiqué. Je pense que le rapporteur vous interrogera à ce sujet. Je vous laisse maintenant la parole et je me permets de vous rappeler que si vous estimez que des éléments qui vous sont demandés sont couverts par le secret des affaires, vous pouvez refuser de les fournir dans le cadre de la présente audition publique. Vous devrez toutefois les communiquer par écrit à la commission d'enquête pour que cela soit très clair à destination des concitoyennes et des concitoyens qui nous regardent. Donc je vous laisse la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera, tout comme les membres de notre commission d'enquête. Je vous remercie. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et ouais, voilà. Ça marche mieux là? C'est bon? Merci pour cette introduction. Donc peut-être nous présenter Marie-Aurore Niquez qui est avec moi aujourd'hui et dans la société depuis 18 ans. Depuis plus longtemps que moi. Non, je ne prends pas la parole. Non, mais je ne prendrai pas la parole, mais c'est juste les présentations. Et qui suit les activités de M&A
ou suivait les activités de M&A pour la société il y a encore peu. Et donc tous les projets dont on parle de croissance externe ont été faits à une époque avec Mario Aurore. Et puis moi, Didier Trune, donc j'ai rejoint l'Imprimerie nationale en 2009. En 2009, oui. Et je l'ai dirigé pendant presque 10 ans, plus de 10 ans, en tant que président-directeur général. Et puis l'an dernier, on a commencé à faire évoluer la gouvernance. Et donc je suis resté président, pas pour longtemps d'ailleurs, président. Et il y a une nouvelle directrice générale qui est rentrée et qui dirige donc les opérations au quotidien. Voilà pour l'introduction. Donc moi j'ai suivi, ou j'ai plutôt agi pour transformer la société ces dernières années. Je reviens pas trop sur l'histoire, mais il y a 15 ans, les titres d'identité ou documents sécurisés en France, c'était des documents papier et avec très peu de valeur ajoutée par l'imprimerie, puisque c'était encore les préfectures ou à l'intérieur les mairies qui venaient faire la personnalisation du document. Et finalement, moi, quand je suis arrivé, l'opportunité était de moderniser finalement cette chaîne de personnalisation pour intégrer de l'électronique, dans l'électronique de la biométrie, mais aussi pour pouvoir personnaliser directement les documents dans l'imprimerie nationale. Et non pas comme c'était fait il y a quelques années dans les mairies ou dans les préfectures. Donc ça a été cette bascule qui s'est faite il y a presque 15 ans maintenant, qui a donné naissance à toute une transformation de l'outil industriel finalement de l'imprimerie nationale. Parce que assembler un document, imprimer un document papier sans valeur ajoutée et aujourd'hui réaliser une carte d'identité ou un passeport incorporant et de l'électronique et de la biométrie, ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers, ce n'est pas non plus les mêmes métiers à l'intérieur de la société. Et donc ces 15 dernières années, on s'est employé non seulement à délivrer les titres pour l'État, je crois que l'an dernier, on a dû faire pratiquement 6 millions de passeports, une quinzaine de millions de cartes d'identité et pratiquement le même nombre pour l'export. Alors pourquoi ? Parce que dans la stratégie que j'ai menée, ou nous avons menée ces dernières années, on pensait que pour être compétitif pour l'État français, encore fallait-il être reconnu à travers des pays qui avaient des besoins similaires finalement à l'État français. Ce que l'on s'est employé à faire, c'est-à-dire de partir à l'export. Alors, faire un titre pour une préfecture qui est à 100 mètres ou quelques kilomètres, c'est pas la même chose que faire un titre pour un pays qui est à quelques milliers de kilomètres. Et donc, ça nous a forcé à mettre en place des processus beaucoup plus robustes pour être capable de qualifier déjà les produits, d'être sûr que quand on les livrait, ils soient robustes et qu'ils tiennent dans le temps. Et donc, on est passé par toutes ces étapes de qualification et aussi de qualification, transformation de nos process, mais aussi qualification des composants qu'on utilisait à l'intérieur de ces titres. Voilà. Et donc, sur 10 ans, si vous avez un nouveau permis de conduire, si vous avez une nouvelle carte d'identité, maintenant je pense que pratiquement tous les titres ont été changés. Donc, alors vous avez ça aussi, alors j'y viendrai, parce que ce qui est intéressant, moi j'ai défendu pendant longtemps, mon successeur peut-être défendra la même chose, qui est la force de notre process aujourd'hui. Bien sûr, c'est la technologie qu'on utilise, mais c'est aussi la capacité, à un moment, de s'assurer que tous les éléments qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une identité dans le monde physique sont tous les éléments que vous collectez de la même façon pour donner une identité dans le monde numérique.
Et nous, on a appelé cette stratégie Figital, ce qui aujourd'hui nous permet de dériver finalement d'un titre physique une identité numérique. Et il va falloir quelques années pour que ça se passe, parce qu'il n'y a pas qu'une question de technologie, il y a aussi une question d'usage, okay, pour que les gens utilisent finalement cette technologie. Et donc, ces 10 ans, plus que ça maintenant, derrière nous, on a à la fois modernisé l'outil de fabrication pour la France. Ce même outil de fabrication, on l'a rendu encore plus robuste et plus compétitif en faisant ces titres pour des pays étrangers. On est pratiquement aujourd'hui aussi bien en Amérique du Sud qu'en Afrique, qu'en Asie. Voilà. On est dans une moindre mesure en Asie, on va dire, mais en Afrique, on est présent. Petite inquiétude d'ailleurs l'an dernier avec ce qui s'est passé en Afrique, de garder finalement notre présence sur ce continent. Et en fait, non seulement on la conserve, mais on la développe parce que le continent africain, il n'échappe pas aux autres continents, il veut passer aussi dans le monde numérique. Et donc, notre process les séduit dans la mesure où ils ont un titre papier ou plastique, peu importe, et de ce titre, ils arrivent à en dériver une identité numérique pour leurs citoyens. Et donc on a un certain nombre de pays en Afrique qui ont basculé sur notre technologie et pour lesquels on fournit leurs documents d'identité. Alors c'est dans des formes différentes de ce que l'on a en France, peu importe, à la fin, il y a bien un support physique et un support numérique pour délivrer un titre. Alors, en parallèle de tout ça, on a aussi créé, ou en tout cas bâti des solutions pour faire les identités, bien sûr, des citoyens, comme les identités professionnelles, comme les identités des objets. Pourquoi? Parce que derrière un objet, il y a quelqu'un, et donc il faut bien l'identifier. Et on voit bien aujourd'hui, au départ, l'identité de l'objet, il n'est pas forcément très bien défini. Mais plus vous avancez, plus cet objet finalement devient un besoin d'être reconnu. Vous l'identifiez exactement comme une personne. Et en tout cas, c'est la meilleure protection qu'on peut avoir pour nos citoyens ou pour les usagers de ces identités. Voilà, alors en transformant la société, on l'a fait grandir. Ça remonte à quelques années, mais moi, quand je suis rentré à l'Imprimerie nationale, il ne restait plus que 460 personnes, dont une centaine dans un plan de sauvegarde dans l'entreprise. Donc, pas en très très bon état. Mais moi, je viens d'un monde plutôt techno, une carrière avant chez Thomson dans la technologie. Et donc, je voyais bien ce qui manquait à l'export pour nos produits français. Et donc, je faisais fort à travers mon expérience de pouvoir moderniser finalement l'Imprimerie nationale et amener ces processus, ces technologies, les intégrer pour qu'on dote la France de ce niveau de performance pour faire ces titres. Voilà. Et c'est résumé en quelques minutes, mais c'est vraiment la stratégie qui est poursuivie. Et donc maintenant, on a, vous l'avez rappelé, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je crois qu'on en a pratiquement 10%, 20% pour... non, 30 ou 40%, je vous voulais les chiffres, on leur donnera, pour le territoire, pour le marché français. Et le reste qui a été développé pour l'export. Et ce développement était salutaire à la fois pour la France, parce qu'on a permis finalement à nos administrations françaises, nos clients, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés, on a développé des identités professionnelles, donc c'est l'ANS pour la santé, c'est
des agences qui, quelque part, s'appuient sur nous pour pouvoir introduire et doter leurs agents d'une identité professionnelle. Et d'ailleurs, ces mêmes administrations qui, aujourd'hui, regardent comment transformer ou équiper leurs usagers, leurs agents d'identité numérique. Donc on rejoint finalement la technologie, c'est rien si on ne regarde pas l'usage qui est associé. Et donc on retrouve dans les cartes d'agents aujourd'hui ou dans les identités numériques demain des agents, des fonds, une base commune que ce soit dans le monde numérique ou que ce soit dans le monde physique de support. Voilà. Après, il y a la spécificité du pays, des usagers, mais en tant qu'industriel, si à la fin on veut être efficace, rentable et robuste sur le long terme, finalement c'est en capitalisant aussi sur les volumes et sur des volumes qui se sont élargis au fil du temps, parce que je veux dire, on n'avait pas accès au même marché il y a 15 ans qu'aujourd'hui, où on est pratiquement présent sur tous les marchés, avec les difficultés qu'on rencontre aussi dans cette mondialisation. Mais moi, je suis plutôt confiant et rassuré du fait que, malgré tout ce qui s'est passé sur le continent africain, on a réussi à amener cette identité numérique sur le continent africain. Et en fait, ça a conforté finalement les gouvernements ou les administrations en Afrique qui prenaient des titres chez nous à continuer, ou voire même à accélérer eux-mêmes leur transformation sur le digital et le numérique. Et on a un certain nombre de pays en Afrique qui ont délivré aujourd'hui des solutions pour qu'ils puissent réaliser leur identité numérique pour leurs citoyens. Peut-être oublié des... Non, ça vous va. Après, non, je n'ai pas parlé d'effectifs, mais on doit être pas loin de 2300 personnes aujourd'hui. Et vous en avez entendu parler, j'imagine, mais on s'est positionné il y a quelque temps, mais on a concrétisé en début d'année le fait de racheter une partie des activités d'Idemia, qui était l'ancienne société Morpho, qui a divisé ses activités en trois. Et une des divisions concerne les objets télécoms, les objets, ça ne nous intéressait pas. Par contre, les deux autres divisions sont sur le domaine de l'identité. Et là, on a réussi à racheter finalement la division qui sert tous les produits d'identité et qui est exactement notre positionnement aujourd'hui. Donc, on renforce finalement notre positionnement. Enfin, quand je dis on renforce, on devient clairement, grâce à cet achat, numéro 1 mondial de l'identité. Donc, c'est pas tout à fait le même positionnement il y a quelques années et le positionnement qu'on a aujourd'hui et qu'on aura demain. Parce qu'en étant numéro 1 mondial, eh bien, vous subissez pas les technologies, vous les standards, vous les construisez, vous les développez avec les États, et notamment dans le numérique aujourd'hui. Bon, si on ne veut pas avoir sur son téléphone, enfin, si on ne veut pas dépendre uniquement des GAFAM pour avoir son identité, eh bien, il y a d'autres alternatives qui sont offertes aujourd'hui, dont les nôtres, pour pouvoir dériver une identité numérique. Voilà. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, l'imprimerie nationale ING Group. Ma précision sera conformément au principe de transparence, d'égalité d'accès et de mise en concurrence qui encadre normalement la commande publique. Des consultations sont celles systématiquement menées par ING Group pour des éléments de sécurité exigés
par la réglementation européenne du 20 juin 2019? Et comment garantissez-vous de manière objective qu'aucune entreprise française ne propose de technologie équivalente ou supérieure à celle de fournisseurs étrangers et que ces mêmes fournisseurs ne prennent aucun risque en matière d'éthique, de réputation ou de corruption internationale? Clairement, ça fait partie de notre métier, quoi. Enfin, on ne source pas à n'importe quel prix. On s'assure que quand on source un composant, le fournisseur en question, il sera là encore dans 10 ans. Voilà. Sur un titre d'identité, une fois que vous êtes parti avec des éléments de technologie sur un titre, vous ne le changez pas dans un cycle, dans le cycle de vie du produit. Donc c'est tout notre souci d'essayer de qualifier finalement des nouvelles technos. On reste celui qui met en œuvre finalement les produits. On réalise ça pour la NTS, mais en aucun cas c'est nous qui spécifions ces produits. C'est la NTS qui les spécifie. Donc on essaye de maîtriser l'ensemble des technos, de s'assurer que si jamais demain la France voulait retenir ces technologies sur nos produits, on soit capable de les industrialiser et de les incorporer dans nos produits. Alors ça devient plus compliqué aujourd'hui que ça l'était il y a quelques années. Enfin, il y a quelques années, le monde était simple. Vous preniez un support physique, vous aviez pas de base de données. Les bases de données sont au niveau de l'État et la biométrie, quand elle est arrivée, elle s'est d'abord traduite par un composant dans une puce électronique à incorporer. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. C'est multiforme. Vous êtes à la fois avec des technologies embarquées dans les smartphones pour être capable de fournir les usages et les services qui sont associés à ces titres. Donc voilà, on benchmark. Je ne sais pas si c'était votre question, mais on s'assure en permanence de benchmarker. On essaye d'éclairer aussi nos clients dans les choix qu'ils peuvent avoir. Et puis, on peut parler, on peut faire plein de slides, mais la réalité, c'est quand même, est-ce que ces titres fonctionnent? Est-ce qu'on est capable de dériver en temps et en heure nos identités pour nos citoyens? Et ça fait 15 ans qu'on délivre en moins de, pour certains titres, moins de 24 heures. Pour d'autres titres, y compris les identités, nos identités numériques ou autres produits à support numérique, ces produits ont maximum 4 jours. Voilà, c'est ça quand même notre j'allais dire marque de fabrique, notre performance aujourd'hui dans ce monde. Et cette performance, on a été la tester largement. C'est aussi l'étranger qui nous a fait, enfin les pays étrangers qui nous ont fait aussi progresser dans ce monde-là, parce que leurs exigences étaient différentes des exigences de la France. Hors de question d'aller les convaincre que nous, on avait les meilleurs produits. Mais par contre, ça nous faisait progresser aussi dans la performance de notre outil industriel pour être capable de servir ces pays-là. Enfin, aujourd'hui, on doit couvrir plus d'une cinquantaine de pays. Si ma mémoire est bonne. Ouais. Pourriez-vous préciser quel pays étranger, monsieur? Oui, alors, mon pays favori, c'est sur le continent africain, c'est le Gabon, le Ghana. Moi, j'avais un parti pris, c'est que l'histoire entre la France et l'Afrique est parfois compliquée. Et donc, je voulais absolument qu'on soit présent en Afrique, aussi bien sur les pays anciennement anglophones et les pays francophones. Et donc, j'ai été servir. Mon premier client, je crois, en Afrique, ça a été le Ghana, qui est toujours notre client aujourd'hui. Et donc, ça surprenait un petit peu parce que, ah bon, vous n'avez pas un client d'un pays francophone? Ben non. Et finalement, ça nous a ouvert tous ces marchés
qui ne connaissaient que les produits qui étaient faits par des entreprises ou sur la base de solutions de pays anglophones. Et ça nous a projeté en tout cas, avec une image et très positive finalement de nos produits, de la capacité à livrer ces produits sur ce continent-là. Voilà. Après, on a eu, il faut toujours un peu de vent favorable. On a eu des vents favorables sur le continent sud-américain. C'est pas mon continent favori, mais j'ai pas à juger. Mais on a réussi à déployer des solutions finalement sur le territoire, sur le continent d'Amérique du Sud. En Asie, on est moins. En Asie, en fait, ils achetaient de la techno, ils achètent encore de la techno, mais pas de produits finis. Voilà. Donc, on ne s'est pas vraiment déployé en Asie sur les produits finis. Ma deuxième question, ce serait, il y a eu des recommandations formulées par les experts du ministère de l'Intérieur, l'ANTS, notamment, qui donne le cahier des charges. Une entreprise française innovante, reconnue mondialement, n'a pas été consultée par IN Group pour contribuer à la sécurisation des titres français. Comment expliquez-vous qu'elle puisse être ignorée alors que cette technologie était retenue par nos voisins allemands, portugais et turcs? Quelles actions concrètes avez-vous mises en œuvre pour remédier à cette situation et garantir une prise en compte effective des solutions innovantes françaises? Comment dire ça, c'est à partir du moment où il y a des solutions françaises innovantes sur ce marché, nous on a plus qu'intérêt à les utiliser. Voilà, c'est pas maintenant innovantes, fiables. C'est-à-dire que ça doit passer un cahier des charges assez industriel, assez strict. Moi, c'est pas moi qui fais les spécifications pour les produits en France, mais par contre, à la fin, il faut que ça résiste. Nous, on doit fournir des produits qui ont 10 ans de durée de vie. 10 ans de durée de vie, ça veut dire des technologies qui sont robustes pour durer 10 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on a introduit la nouvelle carte d'identité, c'est pas pour 1 an ou 2 ans. Vous l'avez dans votre poche. Peut-être que vous l'avez déjà récupéré. On en a fait d'ailleurs plus de 30 millions maintenant de cartes d'identité nationales. Voilà, donc c'est d'énormes volumes. Ce sont d'énormes volumes qui vont être utilisés pendant une période assez longue, puisque la carte nationale d'identité française, la durée de vie, c'est 10 ans. Donc, tout ça, il faut que ce soit robuste. Donc nous, on s'assure que les produits tiendront la durée de vie demandée, que les usages pourront être encore utilisés sur ces produits-là dans les années qui viennent. C'est ça aussi notre métier d'industriel. C'est pas d'ailleurs, j'allais dire, c'est pas de spécifier. C'est surtout pas de spécifier. Celui qui spécifie, ou les agences qui spécifient, c'est les agences de la NTS ou les agences de l'ANS ou ceux que je citais avant. Mais c'est s'assurer qu'à partir du moment où un choix est fait sur une technologie, on sache la produire, on sache la reproduire et qu'elle soit robuste dans le temps. Ouais, ça, je pense que c'est une valeur ajoutée que l'on a par rapport aux agences qui nous sous-traitent ou qui nous expriment leurs besoins sur ces produits. Ouais. C'est bien différent, quoi. Je veux insister parce qu'on a vu arriver des sociétés qui nous montraient un produit et donc en nous disant mais je ne comprends pas, vous ne nous utilisez pas. Je vous utilise quand vous aurez passé l'ensemble des tests dont on a besoin pour s'assurer que ce produit fonctionnera dans la durée de vie que l'on a demandé. Voilà. Si je ne suis pas... Avant la vente de Suris à l'imprimerie nationale en 2019, une évaluation a conduit à une valorisation estimée entre 250 et 300 millions d'euros. Comment et par qui cette évaluation a-t-elle été réalisée? Par les cabinets qui travaillent avec nous, hein, pour commencer. Pardon, cabinet? Par les cabinets qui travaillaient avec
pour nous, pour l'acquisition de cette société. On a le nom du cabinet, non? Le nom du cabinet? Oui. La banque, voilà, la Société Générale à l'époque, parce que la transaction s'est faite avec la Société Générale. Donc, et puis sur ce projet, de quel projet vous parlez sur le rachat de Suris, oui. Parce que vous avez intégré Suris avant de passer le cap au-dessus. Il y a eu on était en concurrence avec 3 ou 4 autres sociétés sur Suris. Et l'acheteur, le vendeur plutôt, a tout fait pour nous mettre en concurrence. La préférence française ou la préférence... on l'a eu à la fin parce que je pense que le vendeur était quand même sensible à ce que ça reste, en tout cas détenu par une société française. Mais il nous a mis en concurrence contre des Américains, contre des Chinois. Mario était avec moi. Une semaine avant que le deal se fasse, on pensait qu'on avait perdu l'affaire parce que en nous mettant en concurrence avec des Américains qui sont venus avec des solutions et des avantages qui n'étaient pas forcément les nôtres, on en avait d'autres. Il a fallu se battre pour. Quand je dis se battre, il a fallu qu'on trouve tous les éléments qui nous permettent d'être compétitifs sur l'offre et remporter l'offre. Quel a été le rôle de la Banque Lazare, des cabinets Auditex et Ernst & Young, ainsi que l'Agence des patients de l'État, dans l'évaluation de Suris, et pourquoi l'Agence des patients de l'État a avancé 114 millions de fonds publics pour cette acquisition? Oui, Lazare n'était pas dedans, de mémoire, mais on peut vérifier, mais il n'était pas dedans. Et on a fait toutes nos acquisitions finalement de la même façon, avec un apport en capital de l'Agence des participations de l'État, d'un emprunt, un crédit auprès d'une banque. Je pense que ceux qui nous ont fait confiance au départ étaient peut-être encore plus courageux que le font ceux d'aujourd'hui, parce qu'on partait quand même de très très loin. Donc, et on a fait ces acquisitions pas uniquement sur des besoins de croissance, mais pour maîtriser, encore une fois, la technologie dont on avait besoin pour servir finalement les produits sur le territoire national. Et aujourd'hui, sur le territoire européen, notamment dans les domaines du numérique, et demain, vraisemblablement, sur le territoire mondial, parce que ces solutions, elles sont... plus vous êtes digital, moins il y a de frontières physiques. Voilà. Mais il n'y a pas un produit physique, un produit digital qui naît sans être dérivé d'un produit physique. Et pourquoi l'État a remis 114 millions, l'Agence des pensions de l'État, pour le rachat? Parce que apport capital, encore une fois, auprès de... l'acquisition s'est faite avec un apport en capital de l'Agence de participation de l'État, et puis l'emprunt sur des banques, et c'est tout, quoi. Voilà. Mais on a suivi cette voie-là, encore une fois plus compliquée il y a 15 ans. Aujourd'hui, on a quand même un peu de référence derrière nous. Mais il y a 15 ans, quand il a fallu emprunter pour aller, ne serait-ce que maîtriser la technologie de couplage inductif qui nous permettait de faire les cartes d'identité. Aujourd'hui, quand vous regardez ces cartes, vous pouvez c'est la liaison entre l'antenne et le composant électronique est faite par un champ magnétique. Et donc, c'est d'une robustesse à toute épreuve, parce que vous n'avez pas de lien physique entre l'antenne. Bah tiens, ils n'ont pas rendu ma... Si. Bon, alors,
Et donc vous n'avez pas de lien, vous voyez, entre la puce qui est à l'intérieur et le... C'est pas la question que je voulais avoir, c'est pas la robustesse, mais comment vous justifiez cet apport de 140, vous m'avez dit que c'était pour l'argent, mais le rôle de la banque Lazare et d'Auditex qui ont fait l'audit. Oui. Non, mais Lazare, c'est pas nous, c'était... Lazare, dans ce cas-là, c'est pas nous, c'était, je pense, le vendeur. Le vendeur, d'accord, le vendeur. Donc, ou Société Générale, d'accord. Nous, on avait une Société Générale. Donc voilà. Ouais. Alors, j'ai une dernière, deux questions encore. Comment justifiez-vous que Suris, que vous avez racheté à 383 millions d'euros par votre groupe, un an après, est dévalorisé de façon très très forte à un montant de 80 millions? Et quelles sont les raisons précises de cette dévalorisation, puisqu'on la rachète à 383 millions, un an après, on se retrouve avec 80 millions de valorisation. Donc une dépréciation de plus de 200. On vous redonnera les chiffres. Oui, on le fera par écrit, ce sera plus facile. Mais c'est pas ces chiffres, on vous le fera par écrit pour avoir les éléments, s'il vous plaît. Et une dernière question, alors que vous êtes président d'IN Group, dépositaire d'une mission de service public, comment expliquez-vous être actionnaire de 16 sociétés domiciliées avenue Georges V? Je les citerai, Caland 805, Kensat 913, Vulcain 802, Arthur 802 et Rivière 802. Comment vous pouvez justifier d'être à un moment donné patron de IN Group et d'avoir société? Quel était leur rôle à côté? Oui, on a déjà posé cette question d'ailleurs, donc c'est bien que ce soit enregistré et filmé, parce que peut-être ça m'évitera de revenir pour répondre une troisième fois à ces questions. Mais c'était des investissements à titre privé et qui sont de nature purement fiscale, quoi. Il n'y avait rien d'industriel dans ces investissements, et aucun de ces investissements n'était lié ou ne sont liés à la société Imprimerie Nationale. Donc dans les 16 sociétés qui étaient hébergées chez M. Rivière et à la société Magenta, on a le lien avec l'Imprimerie Nationale. Zéro. Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Madame Morin-Desailly. Merci, Monsieur le Président. Dans le prolongement des questions du rapporteur, je voulais vous nous réexpliquer bien comment se construisent vos appels d'offres, parce que je pense que vous avez été assez vague et assez flou. Vous nous avez dit les choses sont plus compliquées maintenant, elles n'étaient pas si compliquées autrefois, il n'y avait pas toute cette question des données. Je voudrais quand même rappeler que la CNIL a répondu aux problématiques de la donnée en 1978. Elle a été créée, donc il y a plus de 50 ans, suite au projet Safari. Donc on avait déjà bien identifié des problématiques de données et de, comment dirais-je, de contrôle à avoir sur nos données. Donc j'imagine que pendant toute cette période, il y a des réflexions aussi qui sont faites par le groupe pour réfléchir à la meilleure manière aussi de sécuriser l'ensemble des documents qui sont de la donnée hypersensible. Tous ces documents que vous produisez et fournissez, que ce soit pour nos concitoyens ou d'autres États étrangers, comme vous l'avez expliqué. Donc moi, j'aimerais bien savoir si, d'abord, avec quelles entreprises très précisément vous travaillez. Voilà. Dans le cadre de vos appels d'offres, quels qu'ils soient d'ailleurs, comme vous traitez par définition de la donnée hypersensible, en tout cas tel que maintenant défini dans la loi SREN, article 31, je reviens dessus. Est-ce que dans vos appels d'offres, vous intégrez des critères justement de protection, d'immunité aux lois extraterritoriales? Voilà, j'aimerais bien que vous soyez très précis là-dessus. Dans les produits, nous, on se conforme oui, au champ de la loi, que ça soit dans le cadre du RGPD, que ça soit et donc que ça soit avec la CNIL, que ça soit
voilà, on ne fait pas plus ni moins que ce qu'on doit faire dans le traitement de la donnée. Quand je disais que c'était plus compliqué, c'est qu'il y a quelques années, vous alliez en mairie, vous alliez chercher vous donniez vos données, et puis vous repartiez avec votre titre. On voit bien qu'aujourd'hui, aller en mairie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Dans le cadre des identités numériques, se pose la question finalement de pouvoir faire ces enrôlements de manière digitale. Et c'est en ce sens que c'est compliqué. Si vous prenez le processus simple de je prends une carte ou je prends un passeport et j'incorpore de la technologie hardware, donc physique, à l'intérieur du produit, bon, c'est assez basique, c'est même très analogique. Mais quand vous prenez un produit digital, forcément, il se connecte avec un monde plus ouvert. Il est soumis à plus de risques qu'un produit qui n'est pas connecté avec le monde ouvert autour de lui. Voilà. C'est en ce sens que je dis que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous devez maintenant intégrer le fait que cette carte d'identité qui va servir à se connecter et s'identifier dans un monde physique, elle doit aussi maintenant s'ouvrir et s'identifier dans un monde digital. C'est une évolution par rapport au moment où ces titres ont été conçus, où les processus même ont été conçus. Donc voilà, on le vit. Nous, on ne le vit pas directement en France parce que vous avez une agence qui s'appelle, encore une fois, la NTS, FIN, qui est responsable de ça. Mais on le vit et on apprend avec nos clients à l'export. Raison de plus de ce que vous venez de démontrer pour être très précautionneux dans les conditions et les critères à énoncer pour l'appel d'offres. D'avoir la garantie qu'on retient, bien sûr, Monsieur le Président, des candidats, des entreprises candidates qui vont garantir un très haut degré de protection. Donc c'est ça que je voulais un peu mieux comprendre. Avec quelles entreprises travaillez-vous justement aujourd'hui et comment, dans le cadre des appels d'offres, vous intégrez ces éléments concrètement? Par exemple, les lois extraterritoriales. Voilà, nous ne sommes pas immunisés contre les lois extraterritoriales, vous devez le savoir. Donc, est-ce que tout cela s'est intégré dans vos appels d'offres et du coup, est-ce qu'il y a une recherche, justement, d'être extrêmement attentif à l'ensemble des offres, notamment européennes, puisque maintenant, ça va être le cadre de la loi, susceptibles, finalement, d'être éligibles? Est-ce qu'on est attentif? Oui. Maintenant, c'est un travail perpétuel, enfin continu, puisque la question, elle ne se pose pas une fois, elle se pose à chaque fois qu'on va introduire un nouveau produit, à chaque fois que quelqu'un va avoir une idée de développer des nouveaux usages sur la base de nos titres, et dans le monde numérique, de nouveaux usages qui ne sont pas uniquement des usages physiques, qui sont justement des usages numériques. Voilà, donc... c'est pour ça que c'est en ce sens-là que je disais que c'est plus complexe que quand on était dans un monde... Vous travaillez avec des sociétés américaines? Des marchés sont attribués à des sociétés américaines? Alors, on n'a pas été sur ce marché-là, d'abord parce que... on est modeste aussi. Hein, on a déjà essayé de faire les titres correctement pour la France. Sur cette base-là, on a une offre assez robuste qui s'est plutôt bien développé sur le continent africain et maintenant sur le continent Amérique du Sud. Et donc aux États-Unis, on ne s'était pas positionné pour se positionner sur ce marché-là. Voilà, Monsieur Mahel fait comprendre, les entreprises avec lesquelles vous travaillez, et vous êtes surtout fournisseur de solutions. Oui. Je précise. Voilà, oui. Et alors, Les prestataires en fait qui travaillent pour vous, c'est je crois le sens de la question de Madame Morin-Desailly. Et pour revenir sur la question qu'elle vous a posée, parce que
j'entends bien et nous entendons bien le fait que les technologies évoluent et évoluent de plus en plus vite. Mais malgré tout, quand vous attribuez des marchés, ce ne sont pas pour des durées de quelques semaines. Donc forcément, il y a des engagements, ce sont des procédures relativement lourdes. Et Madame Morin-Desailly, et elle m'arrête si jamais je ne retranscris pas fidèlement sa pensée, mais vous a clairement interrogé sur les conditions que vous faisiez figurer dans ces appels d'offres, en particulier les conditions relatives à la sécurisation des données. Donc là, j'observe que pour l'instant, vous n'avez pas apporté de réponse sur ce point-là. Et la question complémentaire sur les relations que vous pouviez entretenir avec des prestataires américains qui, eux, sont soumis de fait à une législation qui leur donne ce pouvoir d'extraterritorialité. Je pourrais confirmer mon propos, mais on ne travaille pas avec des sociétés américaines, pour être déjà assez clair dans cette partie de réponse-là. On n'a pas de sociétés américaines avec lesquelles on réalise aujourd'hui nos produits. Voilà, alors on a des clients aux États-Unis parce que derrière ces composants, en fait, on peut servir différents marchés. Pas que le marché de l'identité, mais on peut servir aussi le marché des bancaires, le marché du... Et donc, on a des clients qui eux, sont aux États-Unis, mais on est dans... On n'est pas dans du service, là, on est dans un produit, comment dire, qui est mécanique, hardware. Et quand on le fait en sourçant ses composants, hein, c'est auprès de prestataires qui sont qualifiés déjà pour ces marchés et garants, quelque part, de cette séparation, des standards qui sont demandés sur le territoire, sur le continent américain ou autre continent, parce que c'est... Voilà, tout à l'heure, quand vous posiez la question dans la même veine, si vous voulez, nous, on est parfaitement compliance, on est conforme avec la CNIL, et c'est quelque chose que l'on a développé depuis des années pour, au-delà la CNIL, finalement, qui a été à la base de développement de pas mal de nos solutions, parce qu'on se fait fort de dire sur nos solutions, on garantit que la donnée soit protégée pour le citoyen. Et donc forcément, si jamais ces solutions devaient être utilisées aux États-Unis, d'abord on s'assurerait que les produits ne sont pas à risque, okay, mais on n'en a pas, donc c'est plus simple. Et là où on a des solutions techniques qui sont utilisées dans le monde du bancaire, ces questions-là, elles ne se posent pas. Pour revenir sur le rôle dans l'acquisition de Suris, vous avez dû faire appel à 2 cabinets conseils quand même pour vous mettre en marche, pour savoir ce que ça valait. Donc on aimerait bien avoir les cabinets conseils qui vous ont donné les éléments pour l'acquisition. Ça, c'est une première question. Et deuxième question, vous parlez de ne pas faire appel aux produits extérieurs, mais vous avez bien des data cards sur vos produits. Vous utilisez des data cards. C'est une solution américaine sur cloud, ça. Vous savez ce que c'est? Ce sont des machines de personnalisation. Hein. Oui, mais c'est fait pour les cartes nationales, ça. C'est bien pris en compte pour les cartes d'identité nationale. Alors, on n'a pas que du matériel data card. Et là, on est dans des solutions de personnalisation, c'est-à-dire des solutions qui permettent de graver, de reprendre les données, nom, prénom, adresse, et de venir graver ces données sur une carte, sur un produit physique. Voilà. C'est là où ces sociétés, notamment Datacard, interviennent. Mais aujourd'hui, pour réaliser ce type d'opération, vous n'avez pas beaucoup d'entreprises dans le monde. Enfin, il n'y a pas de sociétés françaises qui peuvent le faire.
Parce que ce qui est ennuyeux quand même sur une carte d'identité qui est comme un produit bien spécifique ou un passeport, c'est que je pense que dans le paysage français, il y a des acteurs qui sont innovants, qui ont des choses et qu'on n'a pas repris. Si je comprends bien au départ, vous dites qu'est-ce qu'on n'a pas repris? Précisez. Non, mais je parlais de CST par exemple, qui a été recommandé par la NTS, pour être plus précis. Ouais. La NTS avait validé leur process et vous n'avez pas repris. Ils n'ont même pas été consultés. Mais valider, alors moi Si, la NTS a validé. Je suis très... Valider quoi? Valider qu'on puisse utiliser une technologie dans un monde industriel pour servir 60 millions de produits à nos concitoyens. C'est ça que ça veut dire. Pas juste faire 3 produits sur un coin de table et de dire je suis qualifié. Ce que la responsabilité qu'on a aujourd'hui, c'est de s'assurer que quand on prend une technologie, cette technologie, elle est robuste, reproductible. Et pas uniquement à 10 exemplaires. On fait les cartes d'identité, on va être bientôt à 40 millions de cartes d'identité. Mais ils le font pour d'autres pays étrangers, et je dirais entre avec les mêmes volumes que nous. C'est une question de volume, ce qu'on a mis en place. Ça démarrait par une expérimentation au départ, c'était pas parti. La carte d'identité numérique était expérimentée sur 2 départements. Oui. Au départ, c'est une expérimentation. Est-ce qu'ils le faisaient à l'époque? Je vous pose la question. Parce qu'à chaque fois, on est... C'est recommandé par l'NCS, ils ne sont même pas consultés. Donc c'est un peu embêtant. Pourquoi ils ne sont pas consultés? Vous avez consulté? En fait, avec CST, vous connaissez l'histoire mieux que moi. Non, pas mieux que moi. vous. Mieux que moi. Parce que j'ai vérifié avant de venir quand même. Cette histoire, elle traîne quand même depuis très longtemps. Et la NTS, et on est régulièrement questionné sur CST. Bon, déjà, est-ce que leur technologie, ou la technologie, existait quand on a fait la carte d'identité? Non. Donc sur la carte d'identité... Quand vous avez fait la carte d'identité, la nouvelle carte d'identité nationale, bien sûr, cette technique n'existait pas. Pas qualifiée... Non, mais elle n'existait pas, c'est de le dire. Non, mais attendez, pas qualifiée pour en faire 6 à 8 millions par an. Nous n'étions pas à ça, nous étions sur une période d'expérimentation, dans 2 départements. Oui, mais l'expérimentation, c'est pas... Donc on ne peut pas inclure de nouvelles technologies dans nos process. Non, on peut tester les nouvelles technologies. Mais vous savez très bien que sur un produit régalien, comme une carte d'identité ou un passeport, vous ne changez pas la technologie que vous avez retenue chaque matin, quoi. Enfin, vous êtes... Non, je vous parle d'une technologie précise, c'est pas changé chaque matin, c'est une technologie précise, qui était reconnue quand même par la NTS et qu'il fallait mettre en œuvre, et qui n'est pas mis au cahier des charges, qui n'est même pas consulté. Et pour compléter la question de monsieur le rapporteur, moi j'entends votre position et tout cela est enregistré de toute façon, mais vous dites ils n'étaient pas en capacité de produire 6 à 8 millions de cartes. Mais donc de mon point de vue, ça suppose qu'il y ait eu un échange où ces éléments-là ont pu être objectivés, où vous avez clairement posez la question, voilà nos besoins, est-ce que vous êtes capable de répondre oui ou non? Et l'entreprise vous répond oui ou non. Est-ce que vous avez ces documents-là qui permettent d'attester d'une part que les échanges ont bien eu lieu et d'autre part que les réponses qui étaient apportées n'étaient pas de nature à satisfaire les besoins que vous aviez exprimés? Est-ce que c'est factuellement vérifiable? Oui, on pourra vous... Donc, auquel cas, on vous demandera communication, évidemment, de ces documents, de la même façon qu'on demandera les documents s'agissant des appels d'offres pour vérifier les éléments qu'évoquait Madame Morin-Desailly, à qui je passe tout de suite la parole. Et merci, Monsieur le Président, d'intervenir sur ce point, parce que moi, je n'ai pas été pour l'instant convaincue. Donc, moi, très officiellement, sous contrôle de notre rapporteur, je souhaiterais avoir les dossiers de consultation et ou de pré-consultation, qu'ils aient été publics ou restreints, menés auprès de prestataires français, européens ou internationaux. Les appels à manifestation d'intérêt, appels d'offres, cahiers des charges, comptes rendus de réunions, courriers ou sollicitations adressées aux entreprises du secteur en lien avec la mise en œuvre des exigences techniques de ce règlement. Ensuite, les justifications internes ayant conduit au choix des prestataires finalement retenus, notamment lorsque ceux-ci sont des entreprises étrangères ou non européennes. Tous les documents internes, rapports d'analyse, tableaux comparatifs ou notes de synthèse démontrant que des évaluations objectives ont bien été conduites pour vérifier si les entreprises françaises étaient en mesure de proposer des technologies au moins équivalentes à celles des fournisseurs sélectionnés. Et enfin, tous les rapports, audits, procédures internes ou diligences réalisées en matière de contrôle éthique, juridique et réputationnel portant sur les fournisseurs concernés.
Comme ça, nous sommes extrêmement précis. Nous conduisons un travail vraiment de fond et nous avons besoin des documents, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur. Merci. Mais bien évidemment, c'est ce que nous vous avons dit. Alors, il y a une part de documents, et tout cela sera discuté entre nous, entre vos services et les nôtres, qui examineront aussi les informations précises que vous nous communiquerez. Il va de soi, mais ça va mieux en le disant, que l'objectif d'une commission d'enquête en règle générale et de celle-ci en particulier n'est pas de mettre en difficulté les entreprises françaises. Mais pour autant, nous avons besoin de pouvoir faire toute la transparence. C'est le devoir que nous exerçons au nom de nos concitoyens en tant que représentants au Parlement. Et donc, nous en discuterons ensemble sur la base des preuves que vous nous fournirez. Il y aura ce dialogue. Et donc, ensuite, on verra où nous placerons le curseur sur le caractère diffusable ou pas des informations qui nous auront été adressées. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Et encore une fois, en parfaite intelligence entre moi-même, monsieur le rapporteur, les membres de la commission d'enquête et vos équipes. Voilà, et nous avons de notre côté aussi des experts juridiques qui veillent à strictement respecter la loi à la lettre dans ces deux dimensions, à la fois dans le fait d'assurer cette transparence indispensable et dans le fait de respecter évidemment le secret des affaires lorsque celui-ci s'impose. Tout à fait. On vous formalisera la demande par écrit avec à la fois les documents tels qu'ils ont été présentés par Madame Morin-Desailly et puis ceux que j'ai pu évoquer aussi de mon côté, et puis les délais de réponse comme nous l'avons fait au demeurant pour les questionnaires qui vous ont été adressés. Ça respectera la même procédure. Mais en tout état de cause, attendez-vous à des délais relativement courts parce que nous sommes censés conclure nos travaux d'ici la fin du mois de mai. L'objectif étant de rendre nos conclusions pour la fin du mois de juin. Il y a quand même un travail préalable. Donc là, au maximum, sans trop m'avancer, nous en discuterons avec monsieur le rapporteur et les administrateurs, mais au maximum, vous disposerez d'un mois, raisonnablement. Monsieur le rapporteur, c'est bon pour vous, Madame Morin-Desailly. Merci. Merci, Monsieur le Président.